Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Sommet du Grand Paris et bienvenue à cette table ronde sur les transports seront-ils à l'heure pour les Jeux. J'ai avec moi trois intervenants et intervenantes, Raja El Arak, présidente et fondatrice de Vibia, une application de réservation de chauffeurs spécialisés pour les personnes à mobilité réduite. Bonjour. Monsieur Jean-Baptiste Amonic, monsieur le maire de Vipreux, vice-président délégué aux transports et mobilité de Saint-Quentin-en-Yvelines, référent de la commission des transports et mobilité de l'association des maires d'Île-de-France et membre du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Bonjour monsieur le maire. Et monsieur Edouard Arkwright, qui est directeur exécutif du groupe des aéroports de Paris, qui sont leaders de la conception et d'exploitation des aéroports. Merci à tous les trois d'être ici pour parler des transports. Donc, quelques chiffres avant de rentrer dans la table ronde. On aura 15 à 16 millions de visiteurs qui sont attendus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. À Paris, c'est 26 sites qui seront desservis entièrement par les transports en commun. C'est en tout cas la mission des Jeux de Paris 2024. Donc, première question, c'est pour vous, monsieur le maire, et notamment par rapport à votre casquette du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Quels sont les grands chantiers qui ont été mis en place pour accueillir autant de personnes dans les transports publics au niveau du Grand Paris, puisque c'est ça qui fait peur, notamment aux Franciliens, et où en sommes-nous dans ces chantiers? Oui, bonjour Marie, bonjour à tous et tous. Merci de votre invitation. Sans me faire le porte-voix évidemment de la présidente d'Île-de-France Mobilité ou de Laurent Prost, puisque je n'en ferai qu'une pâle copie, peut-être évidemment rappeler que l'enjeu qui est devant nous est très important, vous l'avez rappelé. Rappeler aussi que ce seront 500 000 personnes qui se déplaceront chaque jour pour les Jeux Olympiques et 300 000 pour les Paralympiques. Donc l'ensemble des acteurs aujourd'hui répondent présents. Moi je partage ce qui a été dit par Valérie Pécresse tout à l'heure. Je pense que nous serons à l'heure et au rendez-vous de ces JOP. Maintenant c'est vrai qu'il a fallu accélérer, mettre un coup d'accélérateur sur la pédale. Peut-être aussi vous dire que le choix qui a été fait, et je trouve que c'est une bonne chose et un message fort qui est envoyé, c'est de dire 100% des transports publics, en tout cas 100% des déplacements et des spectateurs doivent pouvoir se faire en transport collectif, en transport public. Je crois que c'est un engagement fort, ce qui veut dire que la philosophie derrière la mobilité sur les JO, c'est réellement de réduire la place évidemment de la voiture. Je ne vais pas revenir sur les chantiers qu'a évoqué Valérie Pécresse. Je crois que la ligne 14 est effectivement très attendue. Peut-être rappeler que c'est finalement une offre habituelle, normale, comme on dit, qui sera augmentée de 15%. Ce qui veut dire que l'ensemble des acteurs ont dû se mobiliser pour prévoir un certain nombre d'investissements. Les 5000 agents qu'évoquait Valérie Pécresse, sur l'aspect de la sécurité, on sait que c'est un enjeu majeur, notamment pour pouvoir rassurer le public étranger, les touristes qui vont venir pendant un certain nombre de semaines sur notre territoire. 50 brigades canines, 10 millions d'investissements sur la vidéoprotection. Donc, moi, je crois aujourd'hui que les voyants sont au vert. Valérie Pécresse l'a dit, on ne pourra pas rendre une copie avec un 20 sur 20 au bout du compte. Néanmoins, moi, je trouve que l'expérience, en tout cas du Stade de France de la semaine passée, notamment pour le match France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde de rugby, a démontré aussi que nous avions les capacités de bien faire. Donc moi, je suis résolument optimiste. Peut-être un dernier mot, parce que je crois que ça sera aussi un sujet que nous allons aborder dans cette table ronde, l'accessibilité. C'est évidemment très important. 150 navettes seront mises à disposition évidemment des personnes à mobilité réduite. Un certain nombre de travaux d'accessibilité ont pu être faits sur les gares et les stations, ce qui permettra au transport de surface, tram, train, d'être 100% accessible. Là aussi, la présidente de région l'a dit, ce sera beaucoup plus compliqué pour le métro. Ça nécessitera des investissements sur les prochaines années, mais on ne pourra évidemment pas être au rendez-vous à 100% sur l'été prochain. Et puis peut-être aussi rappeler que le transport, c'est aussi le transport des accrédités. Et là, ce sont à peu près 1000 bus et cars qui seront mis à disposition pour les athlètes, la presse et toutes ces personnalités-là, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent du réseau de transport de Lyon aujourd'hui. Donc voilà, un véritable investissement de la part de l'ensemble, en tout cas des acteurs, et notamment d'Île-de-France Mobilité, qui, rappelons-le, a la compétence pour organiser cela.
Merci beaucoup. Je vais parler aussi des aéroports qui vont être des hubs d'accueil de touristes et de visiteurs. Comment on gère le flux qui va arriver? Déjà, combien de personnes sont attendues dans ces aéroports et comment on va gérer une telle foule? Voilà. Bien, bonjour à tous. Alors, pendant cette période-là, globalement, on n'attend pas plus de trafic. On attend un trafic qui sera différent. C'est ce que nous montre l'exemple de Londres, qui est le plus proche de ce qui s'est passé, enfin de ce qui pourrait se passer. Donc globalement, un nombre de passagers identique. En revanche, deux grosses différences. La première, moins de passagers en correspondance. Donc ça veut dire des passagers qui vont sortir de l'aéroport à un moment où, vous l'avez dit, les accrédités auront un parcours spécifique. Et puis évidemment, l'enjeu spécifique des délégations, tant pendant les Jeux Olympiques que pendant les Jeux Paralympiques. Pour donner des ordres de grandeur, on attend environ sur ces deux événements à peu près 80 000 accrédités, avec des besoins très spécifiques, notamment des besoins de bagages, des bagages hors format, avec des choix très forts qui ont été ceux des organisateurs. Sur les accrédités, vous l'avez évoqué, des choix de transport par bus depuis Charles de Gaulle. Pour Orly, on a la chance formidable d'avoir la ligne 14 qui sera prête, qui sera la colonne vertébrale de cet événement. Donc voilà, des enjeux d'accueil. Je rappelle, ça sera la première expérience. Le premier contact avec Paris se fera dans les aéroports pour la plupart des visiteurs. Le dernier aussi, qui est un des enjeux qui est au moins aussi important que l'accueil. On pourra y revenir. Et puis évidemment tout un plan spécifique pour les Paralympiques. On a eu l'occasion cet été de s'entraîner à l'occasion des championnats du monde de parathlétisme sur l'accueil notamment de ces enjeux d'accessibilité spécifiques. On a eu d'autres entraînements avec la Coupe du monde de rugby. Donc aujourd'hui on est très mobilisés et je dirais qu'on est sur la trajectoire prévue pour être au rendez-vous. Vous avez fait une très bonne transition. On va parler de l'accessibilité justement. Pour rappel, quelques chiffres qui ont été donnés. On attend 350 000 personnes qui présentent un handicap, 3 000 à 4 000 personnes en fauteuil. Raja, donc vous présentez, vous proposez un nouveau service justement pour ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Tout d'abord, déjà, je suis ravie d'être là aujourd'hui, de discuter avec vous de la question de l'accessibilité. Nous, on a développé une solution qui est très récente, c'est-à-dire une solution de réservation de chauffeurs spécialisés. L'idée, c'était un peu de regrouper au sein d'une même plateforme un ensemble d'acteurs qui peuvent prendre en charge les personnes en situation de handicap. Donc on travaille avec des transporteurs spécialisés, mais pas que, mais aussi des taxis, des VTC qui peuvent être accessibles et adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc du coup, on a lancé notre plateforme il y a à peu près un an. C'est une première version qui a été très simple et plutôt basique. L'idée, c'était de répondre à un besoin qui nous semblait plus ou moins, urgent, et de l'adapter au fur et à mesure. Et là, justement, en train de développer des fonctionnalités supplémentaires, notamment pour accompagner les personnes de bout en bout, c'est-à-dire avant de la prise en charge, avant le trajet et après le trajet, que la personne puisse avoir le chauffeur qui la chercher à son domicile ou à une gare ou à l'aéroport, c'est-à-dire au point Accès Plus qui sont faits pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et pareil, ne pas les laisser sur le trottoir et de l'accompagner jusqu'à le point qui sera défini par le client. L'idée, c'est vraiment de sécuriser son trajet puis de lui permettre d'être autonome et de ne pas forcément avoir un accompagnant qui va l'accompagner sur la route. Au-delà de ça, on a travaillé aussi sur l'accessibilité, sur la sensibilisation, parce que même si nos chauffeurs, ils ont tous formé, l'idée c'est de mettre en place une campagne qui va permettre de rappeler les fondamentaux, notamment c'est quoi les gestes à avoir, c'est quoi le comportement à adopter, c'est quoi les mots à utiliser face à ce type de public. Et puis on a pas mal de chauffeurs qui nous contactent, parce que dans le sens où nous, on s'est identifié comme étant une plateforme avec des valeurs orientées vers l'accessibilité, le handicap, etc. On a des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont travaillé avec nous ou qui ont envie de donner du sens à leur travail, qui nous contactent. Donc les personnes vont pouvoir réserver longtemps à l'avance, hein, c'est ça le trajet pour être sereine et bien au moment où ils vont arriver sur Paris. Exactement. En fait, ils peuvent réserver en avance, ils peuvent faire aussi de l'instantané. Mais de toute façon générale, les personnes en handicap préfèrent anticiper quand même leur trajet, ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Donc on a remarqué que la plupart des personnes réservent en avance et ça permet à tout le monde de mieux s'organiser.
Est-ce que le dispositif qui a été mis en place, on parlait des 250 navettes, on parle aussi de 1000 taxis PMR, Oui. Est-ce qu'il est suffisant selon vous? Et on va voir les jours où l'événement va vraiment se produire. Moi, je veux juste revenir sur les questions des navettes. Moi, j'ai eu l'occasion de tester ces navettes qui vont être proposées. C'est vrai que moi, je salue l'idée que ça soit fait, mais après, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait des initiatives un peu plus qui vont durer dans le temps, parce qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont faites pour les jeux et pas pour... Il n'y a pas vraiment un après. Mais je nuance mes propos dans le sens où je me dis que quand même, il y a les navettes, il y aura les transports en commun qui, on sera à 14%, j'ai entendu, de réseaux accessibles. Il y aura des taxis, etc. Et dans l'idée, je me dis aujourd'hui, c'est que si on travaille tous ensemble, on peut offrir quelque chose aux personnes en situation de handicap. De façon générale, c'est malheureux à dire, mais une personne en fauteuil roulant, elle sait d'avance que tout ne sera pas parfait. L'idée, c'est vraiment je pense que on devrait axer sur la communication et vraiment l'information pour que qu'elle soit à l'aise et qu'elle puisse passer les meilleurs jeux possibles. Voilà. Merci. Petite question sur les difficultés de la gestion de ces visiteurs. On parlait, Valérie Pécresse avait évoqué l'idée d'augmenter potentiellement le pass Navigo en amont pour limiter peut-être le nombre de franciliens ou en tout cas elle parlait tout à l'heure de la répercussion sur le prix du billet unique. Comment on va gérer des imprévus, puisque vous disiez que la copie va pas être... On va pas avoir 20 sur 20. Est-ce qu'on met en place des garde-fous, des choses qui vont permettre de réagir assez vite en cas de difficulté? Oui, juste d'abord pour rebondir sur la question de l'accessibilité, l'objectif c'est 100% d'accessibilité du réseau de surface, et puis rappeler évidemment qu'il y a des travaux d'accessibilité qui sont faits notamment dans les gares chaque année, et que ce n'est pas uniquement l'échéance des Jeux Olympiques et Paralympiques, comme vous le savez, qui a permis en tout cas de déployer cela. La question de la tarification, ça a été dit, nous aurons un forfait spécifique Paris 2024. Il y aura d'ailleurs une application spécifique qui sera en œuvre au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, l'enjeu, il est évidemment colossal, et il faut rendre aussi hommage à l'ensemble des collectivités qui participent à l'organisation de ces déplacements et à faire du mieux possible en lien avec les préfectures et les autorités aussi compétentes, je pense aux forces de sécurité, pour pouvoir prévoir de bonnes conditions pour desservir les sites olympiques. Si je prends l'exemple de Saint-Quentin en Yvelines, pour resituer 240 000 habitants, deuxième PIB d'Île-de-France, 12 communes, on va accueillir toutes les disciplines liées au vélo. On a le Vélodrome national, on va avoir la colline d'Elancourt pour le VTT, on va avoir le BMX, on a le golf aussi, l'épreuve de cyclisme sur route. Donc nous, on va avoir des flux de supporters qui vont principalement venir de Paris, et notamment en provenance des aéroports, puisque on le sait, sur notre territoire, nous n'avons pas les capacités d'hébergement suffisantes. Donc l'enjeu pour nous, c'est finalement les premiers et derniers kilomètres du trajet pour tout ce public qui va arriver en grande majorité sur la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny, d'ailleurs qui a fait l'objet de travaux d'accessibilité et d'une modernisation ces dernières années pour plus de 40 millions d'euros. Donc, je veux dire, on est prêt. Maintenant, il reste encore un certain nombre de sujets sur lesquels on doit avancer. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des mobilités douces, mais en tout cas, c'est un sujet. La présidente de région tout à l'heure évoquait l'enjeu de la sobriété. Je crois que nous avons aussi, nous, une responsabilité, acteurs publics et privés, mais à montrer aussi cette image d'un pays qui est capable d'organiser la mobilité pour un événement planétaire tout en favorisant des innovations et des transports et des modes de déplacement décarbonés. Merci beaucoup. Moi, je vais revenir aussi sur, Valérie Pécresse en a parlé tout à l'heure, les taxis volants, pour M. Arkwright. Ces taxis volants, ils vont normalement être prêts pour les Jeux, mais c'est ma question. Cette semaine, une étude, l'étude d'impact environnemental a été jugée incomplète.
est-ce que ces taxis vont être prêts pour les Jeux et dans ces cas, combien de personnes ça pourrait concerner? Est-ce que ça peut être une solution aussi pour peut-être désengorger un peu les aéroports où c'est plus une visibilité, enfin voilà, une innovation à montrer lors des Jeux? Alors le projet Taxi Volant le nomme mal parce qu'en fait on est sur des nouveaux véhicules de déplacement aérien qui sont qu'on appelle dans le jargon l'urban air mobility. Donc ce sont des véhicules qui sont aussi décarbonés que l'électricité des batteries qui les approvisionnent. Ce sont des véhicules qui sont sans nuisance puisqu'on est sur 4 fois moins qu'un hélicoptère. On est à 60 décibels, ce qui veut dire que dans une circulation urbaine ou pour ceux qui vivent à côté des aéroports, je reconnais un certain nombre d'élus, voilà, on sait que 60 dB, c'est juste, on ne le percevra pas. Et donc, on est sur des types de mobilité qui est intéressant parce que ça va révéler des nouveaux usages. Il y a les usages de déplacement de personnes que vous avez qualifiés avec le mot taxi, mais il y a surtout les usages sanitaires, les usages d'urgence, les usages de logistique. Donc, l'enjeu du projet, c'est d'être la première capitale dans le monde dans lequel on pré-commercialise l'usage de ces véhicules pendant une durée déterminée sur un certain nombre de lignes. Il y aura une ligne entre Charles de Gaulle et Le Bourget, qui est une ligne essentiellement technique pour pouvoir regarder comment ces véhicules s'insèrent dans le contrôle aérien. Et puis il y a les lignes plus emblématiques, celle entre l'héliport Valérie André et Saint-Cyr-l'École, qui permettra de tester beaucoup de trajets qui sont aujourd'hui plutôt touristiques. Et la ligne intéressante entre l'héliport et la barge d'Austerlitz qui a fait l'objet de la remarque de l'autorité environnementale à laquelle vous avez fait référence. Donc l'idée, c'est d'avoir une barge, la présidente de région l'a dit, une barge devant la gare d'Austerlitz qui permettra de faire rentrer ce véhicule dans le ciel de Paris et surtout à proximité de la Pitié-Salpêtrière de tester les usages notamment sanitaires et d'urgence. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est... qui serait vraiment une première mondiale, non pas de faire voler ces véhicules, vous en avez plein sur Internet, mais de les insérer dans le trafic aérien, dans des normes de sécurité qui sont les mêmes que le transport aérien. Donc lorsque vous montez dedans, c'est pareil que quand vous montez dans un A320, c'est pas le cas sur les véhicules en cours de certification aux États-Unis. Des normes de sûreté, un modèle économique, une maintenance, une acceptabilité, bref, traiter tout l'écosystème et voir au bout de 6 mois ce que ça donne. On sera extrêmement fiers d'y arriver. Il reste 3 sujets. Un sujet de procédure environnementale et d'enquête. Il y a une enquête publique qui aura lieu au mois de novembre-décembre pour pouvoir justement traiter toutes ces questions. Un sujet de certification de l'aéronef qui est en cours avec l'agence européenne en charge de cela. Et puis un sujet de finalisation du modèle économique et de tarification pour montrer que c'est un mode de transport qui est à terme accessible à tous. Et donc normalement, ils seront prêts pour les Jeux. Je vous dis, c'est les 3 sujets qui nous restent. Tout est fait pour qu'ils soient prêts sur les Jeux. Aujourd'hui, la présidente l'a dit, tout est prêt pour qu'ils soient prêts sur les Jeux. On est sur le chemin critique. On a pour objectif de transporter plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Ce n'est pas un enjeu de décongestionnement, c'est un enjeu d'innovation et de test grandeur réelle d'un nouveau type de mobilité qui rend de nouveaux services. Merci beaucoup. Petite question, qu'est-ce qu'on attend de l'après-jeu, de l'héritage pour les personnes à mobilité réduite? Là, je parlais autant que plus que citoyenne. En fait, c'est vrai que j'en attends beaucoup. Honnêtement, je pense que la question d'accessibilité n'a jamais été autant mise en lumière qu'en ce moment. Et c'est super important. L'idée, c'est vraiment, j'attends que l'accessibilité entre dans les normes, que ça soit un automatisme et que vraiment que ça devienne universel, ancré dans notre culture, tout simplement. Ce que j'ai entendu la ministre il n'y a pas très longtemps parler, par exemple, de la loi qui oblige les établissements recevant du public à être accessibles. Cependant, beaucoup d'établissements demandent des dérogations, etc. Ce qui, du coup, on voit bien que c'est un problème, en fait, de sensibilisation et d'éducation. Donc, du coup, je pense qu'il faut encourager vraiment au maximum, sensibiliser, éduquer tout le monde, voilà, pour que l'accessibilité soit une norme, tout simplement. Ça peut sembler peut-être un peu ambitieux, mais franchement, c'est vers quoi on devrait tous tendre. Donc, on est quand même dans le pays des droits de l'homme. Ce serait bien qu'il soit celui de tous. Donc,
Merci beaucoup. Même question sur l'héritage, après les Jeux, des transports, et puis sur des grandes questions du coût, de l'ouverture à la concurrence, même, ou le Grand Paris Express. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, les attentes, elles sont multiples lorsqu'il s'agit d'héritage, évidemment. Déjà, moi, je crois qu'on a la chance, ça a été dit tout à l'heure, de ne pas avoir eu à construire une multitude d'équipements sportifs pour ces JO, et c'est le cas notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va dire qu'on est d'ailleurs heureux de pouvoir se servir du Vélodrome national autrement que pour la vaccination, puisque c'était le plus grand centre de vaccination d'Europe au moment de la crise sanitaire. Moi, j'aimerais qu'on ait un héritage en termes d'usage, et notamment sur les modes actifs et les mobilités douces. Puisque je l'ai dit, nous allons accueillir toutes les épreuves liées au vélo, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir aller voir du vélo en s'y rendant à vélo. Donc nous, on a fait un grand plan d'investissement de 37 millions d'euros sur 10 ans pour avoir un schéma directeur cyclable qui permette d'irriguer les différents sites olympiques. L'idée, c'est d'avoir 600 km d'itinéraire. Ça va nous permettre d'avoir une part modale vélo d'à peu près 8% sur le territoire. Et donc, l'héritage, on aimerait que ce soit qu'à terme, avec ce coup de projecteur sur la discipline vélo, la discipline olympique du vélo, avec un renfort en termes de vélo électrique, on est en train de travailler au pôle de stationnement, avec les trottinettes électriques aussi, puisque je sais que c'est un sujet tabou à Paris, mais chez nous, elles fonctionnent très bien. Je ferme la parenthèse. Et donc, on aimerait que le territoire de Saint-Quentin, qui est connu comme étant terre de vélo sportive et terre de vélo loisir, puisse demain, finalement, aussi avoir pour héritage le vélo comme mobilité du quotidien, puisqu'on parlait de sobriété tout à l'heure, on sait que ce sont des modes de déplacement qui participent de cette ambition. Donc j'ai pas répondu à votre question, mais je tenais à dire que dans l'héritage, il y avait aussi cette volonté d'accélérer sur les modes actifs et les mobilités douces. Merci beaucoup, et je ne vais pas pouvoir creuser plus parce que je vois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous et à tous d'avoir suivi la table ronde, et on passe maintenant à celle de public-privé. Aménageons ensemble le Grand Paris. Merci beaucoup.